Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo démarre une nouvelle catégorie de vidéos, il y aura une playlist sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée purement et simplement à la réponse à vos questions parce qu'on m'a posé pas mal de questions dans les commentaires pour la dernière vidéo. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette question, pour le like que vous avez mis, c'est très sympa. Et du coup, j'ai décidé de lancer plutôt que d'écrire les commentaires à chaque fois parce que parfois les discussions peuvent être plus ou moins longues. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos. Bon, je vais essayer de faire une fois par semaine si le temps me permet, mais si je vais essayer de les faire en tout cas régulièrement pour cumuler les questions les plus fréquentes et répondre dans une vidéo en vous présentant l'image fondamentale comme d'habitude, mais aussi l'image technique pour avoir un petit peu la dynamique de tel ou tel actif. Donc, on ne va pas nécessairement parler uniquement des actions. Vous pouvez aussi me poser des questions sur des différents actifs. Je ne sais pas, les matières premières, sur l'or, sur les devises même éventuellement. Après, sur certains actifs, j'aurai plus ou moins de compétences, mais je vais répondre là où évidemment où je peux répondre de manière compétente sur vos questions. Et seule chose que j'aimerais bien vous demander d'éviter un petit peu les valeurs un peu trop exotiques, genre les petites bibliothèques que personne ne connaît, parce que moi j'aimerais bien que mes vidéos soient intéressantes au plus du monde possible. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez la petite cloche pour être prévenu quand je publie des nouvelles vidéos. Et merci de me mettre le like pour remercier pour mon travail. Voilà, donc là, lors de mon discours de l'entrée à cette vidéo, donc là, je vous ai affiché la liste de mes actions de la catégorie A. C'est ce que j'appelle des actions que je veux quasi toujours avoir dans le portefeuille. Parfois, je les appelle les actions éternelles parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent quelle action tu achètes en ce moment. En fait, quand il y a des débuts de la baisse, en fait, quand il y a les premières opportunités se présentent, j'achète ces actions-là. Donc là, vous pouvez faire un screenshot, arrêter la vidéo si ça vous intéresse de regarder un petit peu plus en détail. Sinon, en bas dans la description à cette vidéo, vous avez le lien vers ma page Facebook MyNewCash. En fait, il faut que je travaille un petit peu mieux cette page parce que j'aimerais bien faire une espèce d'une communication au niveau des nouvelles boursières et économiques pour que vous puissiez s'inscrire à cette page. Et après, je vais postuler les news économiques que moi, je considère importantes à considérer lors que vous faites des investissements. Mais pour l'instant, en fait, je vais faire une vidéo pour présenter mes différentes réseaux sociaux, en fait, comment elles vont se communiquer entre elles dans le cadre du projet Mind du Cash, évidemment. Voilà. Donc c'est parti, donc là la première action que nous allons regarder, ça c'est évidemment Total. J'ai eu énormément de discussions avec les différentes personnes, c'est le point de désaccord que j'ai souvent avec vous. Parce que bon, je vous laisse revenir sur mes précédentes vidéos parce que j'ai enregistré une vidéo thématique, ça c'est une autre série de vidéos que je fais régulièrement. Et j'ai parlé du pétrole, j'ai présenté le marché du pétrole, quels sont les enjeux dans le cadre évidemment de cette crise de coronavirus que nous sommes en train malheureusement de vivre aujourd'hui. Et j'ai dit qu'effectivement, moi je suis très baissier sur le pétrole, moi je m'attendais au rebond technique qu'on est en train d'observer maintenant. J'enregistre cette vidéo, on est samedi 4 avril, donc la réunion OPEC, comme dans ma vidéo hebdomadaire, j'ai prévu, il a été annulé à cause des caractères des personnages qui vont être présents, parce qu'en fait les Saoudiens, ils ont accusé de manière assez directe et assez forte des mensonges, les Russes, dans leur façon de présenter les raisons pourquoi le pacte de réduction de production pétrolière elle a été, arrêté au début de mars. Donc, le conflit il est toujours là. Donc, c'est pas encore certain, même s'ils vont se mettre autour de la table. Et Donald Trump elle a déjà déclaré qu'ils vont couper de 10 millions par jour, quelque chose que moi je trouve absolument irréaliste. Je ne sais pas s'ils vont se mettre autour de la table, parce que ça c'est de la politique pure, je ne vais pas spéculer sur la politique. Mais même s'ils se mettent sur la table, je pense que les réductions seront de l'ordre, bon je ne peux pas deviner, mais en tout cas là où ils ne se sont pas mis d'accord, c'était autour de la réduction, si je me mémoire est bonne, de l'ordre quelques centaines de milliers de barils. À l'époque ça paraissait beaucoup, mais aujourd'hui évidemment, avec la crise que nous sommes en train de vivre, déjà les premières statistiques disent que la demande va perdre 10 millions de barils. Vous savez, dans les précédentes crises qu'on a vécues, les plus grandes crises, comme la crise des subprimes, Lehman Brothers, la crise de dette européenne, après encore la crise des high-tech, aussi les crises pétrolières des années 90 et des années 80, la plus grosse chute de demande pétrolière était de 2 millions de barils par jour. Aujourd'hui, il y aura 10.
Donc on est au moins 5 fois pire pour le secteur pétrolier que la pire crise dans les dernières décennies. Donc comment on peut parler vraiment de, là maintenant, de tout ce que vont décider les Saoudiens avec les Russes, ça va strictement rien changer. Déjà, s'ils vont décider quelque chose, mais même s'ils arrivent, même s'ils font ce que... En fait, déjà, le chiffre que Trump a avancé, je pense qu'il ne vient pas du plafond. En fait, il a avancé justement ce qu'on s'attend à perdre dans la demande mondiale de pétrole suite à la crise de coronavirus. Mais c'est absolument irréaliste que Saoudiens ou les Russes vont partager une telle coupure. Ça veut dire que les pays vont plus recevoir de l'argent, et ces pays, ils aiment de l'argent. Donc du coup, ils aiment bien mettre dans les caisses et dans les poches des personnes. Voilà, on va pas rentrer trop dans les sujets polémiques. Et dans tous les cas, donc là, évidemment, coupe de 10 millions de barils par jour, c'est absolument, c'est un rêve. Je pense que même Donald Trump le réalise parfaitement que c'était plus une blague que la réalité. Donc, dans ce cadre-là, il y a le secteur pétrolier, évidemment, qui se retrouve sous la pression. Total, ça, c'est notre fleuron pétrolier français. Bon, moi, je suis en double nationalité, donc je suis français à moitié. Et du coup, mais dans tous les cas, effectivement, c'était une de mes valeurs préférées parce qu'effectivement, tout ce que vous dites dans les commentaires, c'est tout à fait juste. C'est une société qui est parfaitement gérée. C'est une société qui est très généreuse envers ses actionnaires. C'est une des rares sociétés en Europe qui paye les dividendes trimestriels. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, elle le payait à un moment donné. C'était une parfaite valeur pour un rentier, ceux qui veulent tirer les profits de la bourse. Donc, il y a que des plus. Je regarde toujours cette valeur. Pour moi, pendant des années et des années, depuis je crois que 2009 ou 2010, j'avais une règle, si Total passe en dessous de 38 euros par action, j'achète tout de suite. Donc, parce que là, j'étais quasiment certain que même à court terme, elle va revenir à 40 euros. J'ai fait des bons coups en bourse, on va dire, avec cette stratégie très 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 limitée comme intellectuellement. Donc j'avais vraiment ce biais pendant des années, même des décennies déjà. Donc le temps passe vite. Mais attention, les biais psychologiques dans les investissements, c'est très dangereux. Je peur que, en fait, en lisant vos messages, j'ai peur qu'il y en a pas mal de personnes qui vivent toujours dans ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Effectivement, cette information sur le total, elle était juste pendant des années et même des décennies. Mais le monde évolue, le monde change. Le monde il est en permanente mutation. Et aujourd'hui, le secteur pétrolier, pour eux, c'est une nouvelle ère qui commence et ce n'est pas la meilleure ère. Ce n'est pas la golden age du pétrole. Il faut bien tenir ça en compte parce que quand vous investissez dans ce secteur pétrolier, si vous êtes trader, si vous êtes investisseur court terme, j'ai rien à vous dire, même si on va voir l'image technique, même là où je ne comprends pas pourquoi on doit l'acheter maintenant. C'est un autre débat, parce que si vous avez des raisonnements plus court-termistes graphiques, pourquoi pas, mais dans tous les cas, à long terme, surtout à long terme, je pense que c'est vraiment pas aujourd'hui des valeurs à considérer dans le portefeuille. Après, je ne donne pas les conseils d'investissement, je suis juste un blogueur qui fait ses pensées, qui fait de trucs philosophiques. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'ai pas de valeur pétrolière. En fait, bon, j'avais des valeurs pétrolières, parce qu'en fait, j'ai pris le total comme tout le monde avec la baisse, mais après, j'ai regretté. Et je l'ai revendu la semaine dernière, pas au plus haut. Si je veux être honnête, je l'ai revendu, je crois, vers, si je ne me trompe pas, 34, je ne sais même plus. Parce que j'ai touché genre 2-3% par rapport au prix d'achat. Donc, je suis sorti, j'ai profité de ce rebond pour sortir de cette valeur, parce que elle ne fait pas partie des catégories A, c'est celle que je vous ai montrée. Et moi, à ce stade de la crise, quand je suis quasi certain que le rang chute, je veux avoir que des valeurs de cette liste. C'est des valeurs avec lesquelles je dorme tranquille, même si j'ai une drawdown de 30-40%, je m'en fiche parce que je sais que c'est des valeurs de grande qualité avec des rendements, pas des rendements, pardon, mais des rentabilités énormes, avec des avantages concurrentiels énormes. Et ils sont souvent, pour certaines d'entre elles, c'est des monopolistes, quasi-monopolistes sur leur marché. Voilà, donc pour Total, je vais quand même revenir parce que je fais l'analyse de cette action déjà dans la vidéo qui est consacrée au pétrole. Encore une fois, tous ces chiffres que vous voulez, je répète un petit peu ce que je disais dans cette vidéo, c'était calculé par rapport à l'année passée. Donc, par rapport au trimestre passé, quand le pétrole était autour de 60-70. Donc, tout ça, il faut diviser ou multiplier par 4 presque. Donc, parce qu'ils vont perdre tous ces ratios, il faudra recalculer en tenant compte les prix du baril.
Euh, voilà. Et donc, juste pour finir l'image globale du Total aussi, parce que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que effectivement, la personne qui défendait aussi que Total était bien géré, etc., il est diversifié. Je n'ai pas parlé du point de diversification. Effectivement, on les diversifie. Donc, c'est pas un pur player pétrolier, parce qu'ils sont engagés aussi sur l'électricité, sur l'énergie renouvelable et sur LNG. Et c'est uniquement la partie LNG, pardon, c'est GNL en français, c'est gaz naturel liquéfié. Voilà. Par contre, GNL, c'est le seul branche de leur activité où il y a beaucoup de rentabilité. Et c'est vraiment un secteur assez booming en ce moment. Mais regardez les prix de gaz, c'est vraiment au plancher également. Les prix de l'électricité, effectivement, certains, surtout les investisseurs novices, ils pensent que les sociétés de l'électricité vont toujours se porter bien parce qu'il y aura toujours de la demande. C'est vrai, mais regardez les rentabilités de secteur de l'électricité. Là, je vais vous montrer par exemple EDF. Donc là, il ne faut pas aller loin, vous allez voir. Je n'ai pas préparé ce slide, mais je suis quasiment certain que vous allez être étonné à quel point elle n'est pas rentable, cette entreprise. Donc, et après, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc PE ratio 4 et 3, bon, ça ne va rien dire. On a l'impression qu'il n'est pas cher du tout. Elle n'est vraiment pas chère du tout, mais voilà, retourne on investment. Ça, c'est la rentabilité de l'entreprise quand on tient compte de la dette. 2%. Vous investissez dans cette entreprise pour tirer la rentabilité qui est inférieure à l'assurance vie. Bon, l'assurance vie, maintenant, peut-être c'est un peu moins. Et vous avez le risque de marché, vous avez plein d'autres choses là. Et pour 2% de rendement, de rentabilité, ça sert à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment, c'est une autre société, mais en fait, c'est en concurrence sur le segment de Total qui concerne l'électricité. En fait, effectivement, il y a toujours une demande dépendant du cycle économique, d'ailleurs, parce que les demandants d'électricité, c'est souvent les entreprises qui sont les plus gros consommateurs, mais c'est un secteur extrêmement réglementé. Et donc, toute la révision des cours, des prix de l'électricité, ça fait partie de débats politiques, surtout en France d'ailleurs. C'est régulé largement par l'État. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas. Moi, je me suis pris une grosse claque en bourse il y a quelques années sur une action Centrica en Angleterre. Qui est vraiment à peu près un équivalent de l'électricité de France. Et elle était une des plus rentables valeurs dans ce secteur en Europe. Mais par contre, l'État anglais il a décidé de réguler ce secteur. Et du coup, l'action elle a vraiment été massacrée en bourse. Parce que Centrica, au lieu d'être une société rentable, elle est devenue vraiment un équivalent synonyme de EDF. Vous voyez, parce qu'en fait, la réglementation d'État fait tout. Parce qu'ils vont mettre la pression sur les prix, et du coup, les rentabilités vont être en berne pour ces sociétés, même si c'est le secteur, évidemment, où la demande elle est constante, même garantie presque. Donc voilà, tout ça pour dire que la diversification de Total, ce n'est pas nécessairement un argument très fort. Il y a une autre raison aussi pourquoi ce n'est pas un argument très fort, c'est que si tous les fonds, et surtout les pétroliers, ils sont bien présents dans les fonds de pension. Donc du coup, en fait, il y a des gros fonds qui investissent à long terme, possèdent des actions pétrolières grâce à leurs dividendes. Une fois que les pétrolières vont commencer à couper les dividendes, ces fonds, ils peuvent commencer à se débarrasser de ces actions. Et ça va être vraiment une chute complètement sans arrêt. Parce que c'est des gros montants, évidemment, qui sont investis. Et vu que ces sociétés seront obligées de couper les dividendes, parce qu'ils ne peuvent pas vendre le pétrole au même prix, et donc dans ce cas-là, il y aura un énorme flux vendeur sur le marché financier. Et Total, elle est dans le même lot. Total, elle est avec toutes les autres sociétés pétrolières, même si vous avez raison en disant qu'effectivement c'est mieux diversifié, etc., etc. Mais il va être remporté par ce flux de vente. C'est la psychologie du marché, c'est parce qu'il achète souvent des ETF, et des ETF sur le secteur des pétroles, et Total, elle est toujours dedans. Donc s'ils vont vendre ces ETF, en proportion, ils vont vendre Total. Donc franchement, si vous croyez dans ce secteur pour une raison que moi visiblement je ne comprends pas, mais ok, pour vous, donc c'est tranquille, vous pouvez y investir. Mais si vous partagez mon avis sur le marché de pétrole et sur le futur suite au coronavirus, c'est très très grave pour ce qui peut se passer. On va voir l'image technique maintenant du Total. Pardon, excusez-moi, je suis pas très bien structuré aujourd'hui. On va finir regarder quand même les ratios, mais encore une fois, c'est des ratios d'avant. Et même les ratios d'avant, c'est pas fou.
ROIC, ça c'est la rentabilité compte tenu de la dette, avec la dette, seulement de 7%, il n'a pas trop bougé. En fait, il était même à 4 en 2016. Effectivement, leur résultat net, il monte, donc tant mieux. Leur free cash flow, regardez, free cash flow, ça ne va pas forcément dire que c'est mauvais quand il est négatif. Ça veut dire que peut-être l'entreprise investit dans des nouveaux projets. Ils font des nouvelles recherches, des sources de pétrole, etc. Aujourd'hui, ils font aucune recherche, là, apparemment, donc ils ont un gros free cash flow qui est largement assez pour payer les dividendes. Si on regarde ces chiffres-là, c'est parfait. Mais par contre, maintenant, le free cash flow va être écrasé. Il va être écrasé, mais cette fois structurellement. C'est vraiment dans leur structure de business, il y a une transformation brutale. Donc du coup, ça ne sera pas à cause des investissements dans des nouvelles recherches de puits de pétrole, mais c'est parce que le secteur il a changé, il n'a changé pas dans le bon sens pour Total. Donc en 2020, on ne verra pas ces 12 millions, je ne sais pas combien. Ils n'auront pas assez pour payer les dividendes, cela veut dire qu'ils devront emprunter, et si Total emprunte pour payer les dividendes, c'est un très mauvais signe, c'est une très mauvaise gestion financière. Et en général, moi, je préfère que les sociétés qui coupent le dividende pour garder leurs finances saines, plutôt qu'investir dans les sociétés qui empruntent pour verser les dividendes, retenir les investisseurs long terme. À voir. Donc, vous voyez, donc ça, tous ces chiffres-là, je peux vous les montrer, juste comme ça, pour que vous soyez un peu plus informés. Mais tous ces chiffres-là, il faut les reviser par rapport au prix de pétrole actuel. Donc, marge sur FCF, donc il n'y aura pas autant de marge, bon, évidemment. Donc, la ROI, ROI d'ailleurs, c'est un grand frère de ROIC, ratio, c'est quand on ne prend pas en compte la dette. Donc, 9,7. Il est toujours supérieur à ROIC, à moins que la société n'a pas de dette. Donc, dans ce cas-là, ils sont égales. Voilà. Mais c'est pas fou. Déjà, dans les situations presque parfaites, quand le pétrole était super élevé et les marchés étaient propices, les ratios ne sont pas fous. Donc c'est pas mal, mais c'est pas waouh, c'est pas waouh. Donc je ne vois pas pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, surtout si la baisse continue, il aura bien plus d'opportunités plus intéressantes qu'investir dans ces valeurs pétrolières avec des risques énormes. Donc voilà, le taux de distribution sur le résultat, 62%, c'est bien, c'est sain, hein, c'est une très bonne société, elle était toujours très bien gérée. Et en fait, seulement 50% de free cash flow qu'il distribue en dividendes, c'est nickel. Mais ça ne sera plus le cas, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que c'était une belle société. C'était une belle société. Voilà. Voilà, maintenant, de point de vue technique, nous regardons. Ici, je ne comprends pas non plus pourquoi les gens l'aiment tellement. Donc voilà. Ça, c'est un graphe très long terme, là. C'est 2001, vous voyez. Donc là, on restait toujours dans on va dire dans... Il avait vraiment un support qui était de très 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 longue date, qui n'a pas trop bougé d'ailleurs, qui était presque vertical. Donc on était toujours à 28, on remontait de 28 à 33. Donc c'est même avec l'inflation, on dirait que c'est plus horizontal. Et voilà, et aujourd'hui on l'a cassé largement là. On est descendu jusqu'à je sais pas combien. On l'a cassé, maintenant on est revenu, on est en train de retester ce niveau. Bon, même de point de vue technique, c'est vraiment même pour les novices en technique, bon, on va retester, c'est évident qu'on va redescendre, on va repartir par là. Hein. Franchement, techniquement même, je vois aucune... Voilà, par exemple, là, je ne sais pas comment vont s'ouvrir les marchés le lundi matin, mais quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez certainement déjà être au courant de ce qui s'est passé. Mais là... Pour moi, si le marché de pétrole part à la baisse, donc du coup, Total va revenir en dessous, ça va devenir une résistance majeure. C'était un support majeur depuis décembre 2001, même avant, qu'est-ce que je raconte? Mais même 99, 20 ans. C'est plus de 20 ans, ce support était plus de 20 ans. Maintenant, ça va être une résistance pendant 20 ans à venir. Voilà, ça, c'est mes pronostics. Et donc du coup on va se balader quelque part là entre je sais pas où, jusqu'à peu ça peut aller. Ici on peut voir ça, on peut aller voir parce que bon, il faut revenir quand j'étais encore tout petit moi, hein. Donc voilà. Bon, là voilà, par exemple le premier support c'est par là, donc là je pense que il n'y a rien qui va nous arrêter. On va s'arrêter peut-être un petit peu à 25 encore, après on va aller vers 22. Je pense qu'on va se balader ici. Après, ça dépend de pétrole, à quelle vitesse elle va descendre.
Et voilà, et après je sais même pas jusqu'à où on peut aller, hein, franchement. Ouais, voilà, c'est là, le support suivant sont par là. Voilà. On peut très bien aller voir 13. Voilà. 13, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est quelque part, si on se stabilise autour de 13 et avec le pétrole à 10. C'est un scénario réel. Ça peut vous paraître que je dis vraiment quelque chose absolument fou, mais c'est un scénario tout à fait réaliste. Il suffit que pétrole vraiment, il suffit qu'on découvre que avec le coronavirus, pétrole n'en a plus besoin. Voilà, au total, il va être à 12, 13, 15, ça sera la réalité. Vous savez, il y a quelques semaines, on ne pouvait pas imaginer le pétrole à être à 25 dollars. Hein. On était à quoi? À 60. Donc voilà. Ça peut être une question de quelques semaines. Voilà, donc ça, ce qui concerne le total, je crois que j'ai fait un autre graphe aussi. Voilà. Donc voilà, regardez, ça c'est juste une autre un petit peu plus, bon, pas un peu moins long terme. Donc là, bon, ici pareil. Donc ça c'est vraiment, c'est encore plus visible qu'on est en train de retester le seuil très technique, le support technique très fort, qui va devenir la résistance pour moi. À très long terme aussi. Maintenant, deuxième valeur, air liquide. Je monte en fait, selon mon avis, donc je monte que pour moi, air liquide, déjà, c'est plus intéressant, c'est le gaz industriel. Ce n'est pas quelque chose où je voudrais investir aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, et peut-être même demain, je ne pense pas que je vais y investir un jour. Donc, Air Liquide, c'est une société aussi, c'est une société chouchou en France. Je n'ai aucune idée pourquoi. Dites-moi dans les commentaires parce que je ne suis pas français, peut-être que je n'ai pas vécu toutes les. Enfin, si je suis français, mais je n'ai pas vécu toute ma vie en France. Peut-être qu'il y avait eu des histoires dans le passé avec Air Liquide où il était. Mais en tout cas, tout le monde pense que Air Liquide c'est une valeur extrêmement de bon père de famille. En effet, c'est une valeur très très conservative avec une gestion très conservative de la finance, dividendes parfaits, machin sur des années. Mais c'est une action, regardez, qui la croissance, c'est vraiment sur des années, c'est que dalle quoi. Donc voilà, c'est une société qui a des flous, en fait, qui sont très stables. Ça c'est bien. Le résultat ne bouge presque pas. Bon, il est en augmentation, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà, et le ROIC, ça c'est encore la rentabilité que je regarde beaucoup, c'est à 8%, c'est 1% plus seulement que Total. C'est un peu plus intéressant, c'est une société qui a beaucoup de visibilité, mais encore une fois, il y a un côté cyclique dans cette société. Elle est très bien gérée, il a vraiment une réputation très solide, en France surtout, mais ça reste une société cyclique parce qu'en fait, il fournit le gaz industriel aux industries, mais si l'industrie va être en retournement du cycle, on va voir comment cette action se comportait pendant des précédentes récessions. Donc voilà, ça c'est Air Liquide. Voilà, ici d'ailleurs, l'image technique, elle est vraiment très représentative. Donc voilà, là on est descendu, quand on était en 2008, on est descendu là, donc c'était à 35. C'est fou quand même, non? Pour une valeur défensive 35, il a été divisé par je sais pas combien là. Par contre, ici, il a vraiment un support, mais vraiment hyper méga fort, un petit peu comme pour Total. Et avec la prochaine crise, avec la crise de coronavirus, quand les marchés vont repartir à la baisse, on va franchir ce seuil. Et ce seuil, il est super fort. Donc pour revenir au-dessus de... Ça, c'est le seuil... Là, on est à 104 à peu près, là, Air Liquide, là. On est à 104. Donc si on franchit ce seuil, bah, la baisse, ça sera une énorme accélération à la baisse. Hein. Donc, mais par contre, c'était une action qui affichait une croissance en bourse. Donc voilà, c'est pas. Excusez-moi, je vais juste boire un coup. Mais voilà. Donc du coup, techniquement, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux. Parce qu'il peut encore baisser beaucoup, beaucoup. Hein. Ça ne clairement pas une opportunité au jour actuel. Au niveau de fondamentaux, je vais juste revenir un petit peu pour regarder ensemble. PER, c'est pas bon marché, 21. Pour une société qui est quand même exposée au secteur cyclique, avoir un price earning ratio, je ne sais pas en français, on dit pareil, PER, oui, c'est ça, PER. Ah, c'est un site en français en plus, oui, bon, c'est ça. Donc, 21,
Donc prévisionnel 17, ça c'est les prévisions par rapport à avant la crise de coronavirus, ça sera beaucoup moins, c'est sûr. Bon, marge opérationnelle, elle est pas mal, 16%. Donc, ouais, mais elle est bien. Ça, c'est une société qui est bien. Il est cher, mais elle est bien. Et il y a encore une large chemin de baisse encore devant elle si les choses vont mal. Et pour moi, regardez ma vidéo hebdomadaire. Et pour moi, elles vont aller très mal. C'est dans les jours, voire même à venir. Donc, moi, je ne mettrai pas, surtout moi, en tout cas, moi, il n'est même pas dans aucune de mes listes, elle est présente. Peut-être fois que j'en rajoute, même si les choses vont très mal. Je vais peut-être le racheter quand le S&P ça sort à 1600. Pourquoi pas? Bon, finalement, en fait, le truc, c'est que là où je suis plus d'accord avec les gens qui regardent cette entreprise, parce que c'est vrai que une fois qu'on sort de cette histoire de coronavirus, cette société elle ne va pas faire faillite, elle va vivre, elle va continuer à travailler comme elle travaille aujourd'hui. Mais clairement, pour moi, de point de vue technique, c'est ça qui est surtout ça qui est important à mon avis ici, on n'est pas au bon moment, quoi. Parce que c'est pas le moment de l'acheter. Ça c'est clair. Donc déjà, il a aucun potentiel de hausse. Bon, 140, c'est un rêve évidemment. Bon, ça c'était quand on était en euphorie boursière de ces dernières années. Ça c'est plus ou moins fini. Donc là, on est ouais, je sais pas. Pour moi, on va franchir ça. On va encore retester ce plancher et on va partir vers et partir très vite. Hein. Je me demande même, vous savez, je vais même le rajouter dans mon portefeuille spéculatif. Je vais mettre une alerte pour le seuil de... Voilà, 104, je vais mettre une alerte. Investing.com. Je prends un petit peu de votre temps. Vous allez voir comment je... R liquide. Voilà, R liquide. Créer une alerte. Quand il descend sous 104. Moves below. Parfait. Comme ça, je le saurai, je vais voir, je vais peut-être prendre des puts quand il descend, parce que c'est vrai que l'image elle est assez évidente, parce que c'est vraiment l'image technique pour ceux qui aiment bien l'analyse technique, c'est vraiment parfait, quoi. Parce on a fait les épaules, là, et on va retester le seuil en bas, et on va rester ici. Hein. On va vite descendre. Voilà, donc ça c'est ce que concerne Air Liquide. Voilà, avant de passer à la suivante société que je voulais vous présenter, je voulais répondre à une question que j'ai beaucoup aimée dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que c'est un investissement sûr si on investit dans une valeur qui est cotée en dessous de ses valeurs nettes d'actifs? Donc je pense que c'est une personne qui a lu le bouquin de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, qu'il s'appelle. Le voici. Donc voilà ici ce bouquin, j'ai mis la vidéo en arrêt pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc pour ceux qui sont intéressés. Ça c'est un investisseur, c'est un professeur de Warren Buffett. Qui a écrit ce livre, cet ouvrage classique de l'investissement fondamental dans les années 1940. Effectivement, il prône pour une approche qui s'appelle nets, c'est-à-dire que vous prenez la valeur liquidative de l'entreprise. Les valeurs liquidatives, c'est comme si vous imaginez que demain la société fait faillite, elle vend tous ses actifs, elle paye toutes ses dettes, combien il reste. En gros, c'est aussi simple que ça. Et divisé par le nombre d'actions, et ça fait le cours de l'action liquidative. Et d'ailleurs, dans les sociétés, il y a un ratio qui dit ça, c'est Net Tangible Value, si je ne me trompe pas. Voilà. Net Tangible Value, ça s'appelle. Et du coup, il propose d'investir dans des valeurs qui sont cotées en dessous de cette valeur. Déjà, dans notre monde contemporain, parce que M. Graham a écrit ce livre dans les années 40, ça n'existe presque pas. J'ai envie de dire que ça n'existe pas, sauf des valeurs exotiques, des petites caps, machin, je sais pas, qui sont cotées, je sais pas où. Ça peut être trouvé, surtout pendant cette crise de coronavirus, sur les rates. C'est ce que je disais en fait dans la vidéo sur les rates. Revenez sur cette vidéo. Je disais qu'effectivement on peut trouver les valeurs de Benjamin Graham dans les rates aujourd'hui parce que leurs valeurs d'actifs sont faciles à estimer, c'est de l'immobilier. Et on peut effectivement, avec cette crise, il y a des valeurs écrasées, on peut trouver des trucs. Après, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas ? C'est une question difficile à répondre en fait, parce que ça dépend de fondamentaux de l'entreprise, le dynamisme de l'entreprise. Parce que si l'entreprise va mal, les marchés ils marchent toujours par anticipation. Donc c'est-à-dire qu'il anticipe le mauvais à venir pour la société
Et quand les fondamentaux sont, en fait, la valeur fondamentale est supérieure à la valeur de marché, cela veut dire que le marché il anticipe que la valeur fondamentale va s'éroder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cela veut dire s'il a beaucoup de cash, cela veut dire qu'ils attendent qu'il y aura des problèmes à l'avenir, qu'ils vont brûler ce cash. Donc et du coup, la valeur fondamentale va rejoindre le cours de bourse qui est en dessous. Ça, c'est un scénario négatif pour ceux qui aiment investir comme Benjamin Graham. En revanche, si effectivement, notamment pour les rates, si vous faites un portefeuille diversifié des actifs comme ça, avec des sociétés qui ont du potentiel à répartir, par exemple s'il s'agit de l'immobilier, a priori ça devrait être bon, donc ils peuvent liquider, ils peuvent les vendre de manière assez facile. Et si la société évidemment n'est pas en train de faire face au procès judiciaire pour des fraudes comptables, de je ne sais pas quoi, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être une bonne idée. Mais juste pour vous dire que ces stratégies de Benjamin Graham sur des dernières décennies, en fait, des décennies de monde de l'ère en formation, ils n'ont pas prouvé leur efficacité. Et lui-même, Benjamin Graham, il est loin d'être, il n'est pas un milliardaire. Hein. Mais je crois qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent, lui. Donc c'est son élève Warren Buffett qui a gagné beaucoup d'argent, mais attention, Warren Buffett il n'a pas fait ça. Je vais peut-être enregistrer une catégorie des grands investisseurs. J'ai plein de choses que je veux dire, mais de quoi je veux parler, mais j'ai pas assez de temps en fait. J'ai que 24 heures dans la journée. Et du coup, par contre, effectivement, je pourrais enregistrer des vidéos pour présenter les stratégies, le mindset des différents presque penseurs économiques. Ça, c'est super intéressant comme sujet. Voilà, donc là, je passe sur les actions concrètes. Et l'action que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est AXA. Donc, on va aussi poser cette question. Bon, AXA, bon, tout le monde connaît. C'est une assurance, c'est Direct Assurance. C'est une version en ligne de AXA. Donc, le problème, c'est que le secteur d'assurance, déjà, elle est sensible à deux facteurs clés. Effectivement, ce secteur, il est très proche au secteur bancaire, mais dans la situation actuelle, il y a une particularité, je vais vous dire quoi. Déjà, la première chose, comme le secteur bancaire, elle est proche au taux. Donc, plus les taux sont bas, moins elles sont rentables. Donc ça, c'est un peu la même chose comme le secteur bancaire, sauf que pour les assurances, c'est encore plus, parce qu'ils n'ont pas cette branche. Ils n'ont pas tout un tas de branches, mais ils n'ont pas la branche banque d'investissement. Ils ont souvent les branches, et c'est notamment pour AXA, c'est le cas, c'est pour la gestion d'actifs, pour le wealth management ou pour asset management. Ils sont effectivement, essayent de trouver la rentabilité là-bas, mais dans leurs activités clés, en fait, ils mettent de côté les réserves pour les risques dans les obligations, et si les obligations rapportent rien, leurs revenus sont très faibles. Donc ils sont très sensibles. En fait, si les taux vont remonter, dans ce cas-là, il faudra acheter les banques et les assurances. Mais en plus, avec la crise de coronavirus, en fait, le nombre des cas où ils devront payer les indemnités vont nettement augmenter. Aujourd'hui, AXA et toutes les assureurs peuvent faire face à des risques. Je ne sais pas quel type d'assurance ils ont donné, parce qu'ils pourraient très bien assurer les chiffres d'affaires dans certaines entreprises. Ils ont des formules pro comme ça. Genre, moi personnellement, parce que moi j'ai deux entreprises, c'était pas AXA, mais c'est d'autres assureurs qui m'ont proposé, genre, assurer la personne clé dans l'entreprise, assurer, je sais pas, la chute de chiffre d'affaires de X%. Donc, si en fait ils ont fait des assurances comme ça, et vu que l'AXA c'est un des plus gros assureurs au monde, ils ont certainement fait ça. Ils devront faire face à un nombre croissant, un nombre énorme des demandes de indemnités. Et notez que les assurances, elles fonctionnent par le principe que tout le monde ne va pas venir tous en même temps. Donc ça, c'est le partage du risque. C'est une grosse diversification. Mais avec le coronavirus, ils vont venir tous en même temps. Vous voyez, donc ça, c'est un problème. Donc du coup, moi, je n'irai pas sur le secteur d'assurance, mais je l'en parle quand même parce que ça vous intéresse. Donc du coup, la rentabilité ROI affreuse, donc ça c'est sans tenir compte de la dette. Mais tenir compte de la dette, on ne va pas, parce que pour le secteur bancaire, c'est que ROI qui compte. Donc du coup, 5% pour ça, je sais pas, moi je ne vois pas d'intérêt honnêtement, parce que 5% c'est pour une action aussi risquée avec une marge opérationnelle de 4%. Vous voyez, bon, voilà, c'est ça que je voulais parler. Et leur marge, elle est très faible. Et ça, c'est à cause des taux hyper faibles. Et ça, c'est encore avant les problèmes de coronavirus, parce qu'il y aura des indemnités à payer. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment... Bon, en fait, encore une fois, moi, je suis juste un blogueur qui raconte n'importe quoi. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je mets pas mes pieds dedans, honnêtement. Donc là, le résultat net, il est en croissance. Bon, il est pas stable ces dernières années. Hein. Donc il a chuté en 2018, je sais pas pourquoi. Là, elle est repris un petit peu.
Ben, ROIC, ça va rien dire ici, donc, parce que la dette des assureurs, c'est comme pour les banques. Bon, la rentabilité est faible, donc les risques sont élevés. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que peut être intéressant d'y investir. Peut-être la technique. Regardons notre image technique alors. Donc techniquement, alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc là, effectivement, je vois un peu plus. Là, je commence à avoir un petit peu d'intérêt spéculatif dans cette valeur. Parce que là, on est arrivé vraiment au. Vous voyez, en fait, pour ceux qui ne croient pas. Moi, je suis à la base, je suis très investissement fondamental, mais quand même, j'avoue que technique, ça marche quand même pas mal aussi deux fois. Donc, en fait, ça vous permet de. En fait, l'investissement technique, je fais des petites parenthèses pour un petit peu d'apprentissage de. Technique, ça vous permet d'analyser vite la valeur, ce qui se passe vraiment aujourd'hui, ce qui se passait avant d'aller regarder les fondamentaux et perdre le temps. Donc, ici, on peut voir. C'est bon, je vais juste fermer le truc là. Donc, j'ai pas encore choisi mes outils pour le trading. Du coup, j'ai pas encore pris la licence payante pour le TradingView. Mais je pense que c'est ça que je vais choisir d'ailleurs, TradingView que j'utilise. Il y en a certains qui m'ont demandé, c'est TradingView. Donc les niveaux, là, on est en niveau effectivement support assez important, c'est par là. Effectivement, on peut rebondir si les choses vont bien. Mais si on ne rebondit pas, il y aura encore le rechute sur 10. Ok, on va être là. Voilà, donc on va définir là. Boum, si les choses vont mal. Ok. Attendez, je vais juste retrouver mes... Pardon. Je sais pas si c'est ça qui va marcher, voilà. Je pense qu'on va aller quelque part là. Si on... Après, encore une fois, s'il y a deux scénarios, en fait, le scénario positif, c'est si, par exemple, il y a des bonnes nouvelles avec coronavirus, on peut facilement revenir vers 16, 17 même, voilà, vers ce niveau-là. Mais ça, c'est mon scénario que j'ai expliqué dans la vidéo hebdomadaire. Donc, c'est qu'on devrait vivre un rebond encore assez puissant pour après retomber et aller vraiment très bas. Donc, moi, je pense on a encore une chance de revenir vers 17. C'est déjà un bon profit que ça peut vous réserver. Mais si on franchit ce seuil de 14, qui part apparemment quand même un gros support, on peut vite retomber sur les 10. Et ça va arriver, hein, ça va arriver un jour. Donc là, je pense que c'est vrai que... Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Si j'avais le temps pour faire du trading, j'aimerais bien trader ce genre de trucs. Parce que là, c'est... Ouais, vous voyez, donc là, ici, typiquement, sur ce genre de situations, c'est assez... c'est presque évident, quoi. Parce que là, quand je parle avec vous, là, je regarde les graphes, en fait, j'ai l'impression que il y a quand même des choses à faire hein, de point de vue trading court terme. Donc, vous voyez, donc là, il y avait une pluie des bougies rouges. Donc là, on est en doji qui n'a pas été confirmé. Après, ensuite, on a rebaissé. Donc, ouais, bon. Moi, je pense que le retour. Oh non, le retour, on va 17, parce que là, c'est un petit peu. Je vais prendre 8 clés là quand même. Alors, une ligne horizontale. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est par là on peut aller. Voilà, donc 17. Vers 17, on est pas mal déjà. Et sinon, voilà, vers 10, 11. Moi, je pense que c'est en fait le risque entre. On est à 14 pour 17, 3 dollars et un petit peu moins baissier. Donc, le rapport potentiel risque, rendement risque, c'est peut-être en votre faveur si vous êtes long. Donc, on peut essayer de se mettre long techniquement sur AXA pour essayer de toucher 17. Parce que si ça retombe, ça va s'arrêter vers 11. Donc, du coup, vous aurez un petit peu plus. Bon, c'est 3, 2. Bon, en fait, c'est 3 euros dans un sens, c'est 3 euros dans un autre. C'est proche à la loi normale, on va dire. Donc, je sais pas. Je suis pas bon. Moi, je ne pense pas que je vais le faire, mais. Bon, en tout cas, je trade peu en fait de technique en ce moment, donc du coup, je sais pas trop. Voilà.
Voilà, et donc là je vais vous montrer encore une valeur aujourd'hui. Là j'étais très content, c'est lors de mon dernier stream que j'ai publié le samedi dernier. Quelqu'un m'a posé la question sur cette entreprise qui s'appelle GTT. Ça se traduit Gaz Transport et Technigaz. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, moi, j'étais très content qu'on m'a posé cette question parce que c'est une société dans mon très shortlist. Et peut-être la personne qui m'a posé cette question a appris quelque chose avec ma chaîne pour bien choisir les actions. Enfin, en tout cas, les actions dans la philosophie que moi je le fais. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une société qui propose l'infrastructure pour le GNL, pour le gaz naturel liquéfié. Je vous ai déjà dit que c'est une industrie en pleine croissance. Par exemple, l'État de Qatar, d'ailleurs, ils ont abandonné le pétrole, ils ont sont tournés vers le LNG à 100%. Maintenant, ils n'exportent que ça. Donc déjà, il y a des scores. Bon, après, les scores, peut-être vous ne connaissez pas, ça c'est un site que j'utilise. C'est 8.3, c'est déjà bien plus que les sociétés qu'on a vues, y compris votre préféré, Air Liquide. Air Liquide, elle était de mémoire à 5. Donc ici, on est à 8.3. Donc, PER 16, donc elle est un peu chère, mais vous allez voir que ça vaut le coup pour payer. Donc, price to book, c'est cher parce qu'en fait, ils se valorisent aujourd'hui 11 fois et demi la valeur de leurs actifs. C'est énorme, mais vous allez voir pourquoi c'est comme ça. Vous allez voir pourquoi. C'est pour ça, parce que leur ROI, c'est la rentabilité sans prendre en compte la dette de 75%. Et donc, si je descends ici, le ROIC, ça c'est ce que je regarde le plus, hein, c'est la rentabilité contenue avec la dette. 74% la rentabilité. D'ailleurs, c'est tellement énorme que ça me fait même douter qu'il n'y ait pas quelque chose. Mais c'est une société, mais vraiment de rentabilité de folie. Vraiment, c'est juste. Mais je sais qu'en fait que LNG, c'est un secteur où en fait les coûts d'infrastructure sont énormes. Ça ne m'étonne pas qu'ils se font des marges fantastiques. Donc la marge opérationnelle est à 59%. C'est juste, vous voyez, même LVMH en fait, il rêve de cette marge. Il rêverait d'avoir une marge comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, vraiment, ce qui me dérange uniquement dans cette valeur, c'est que je ne vois pas vraiment une bête. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde n'achète pas? Mais c'est 100%. Franchement, imaginez, parce que ça, c'est l'équivalent d'un investissement immobilier net. Imaginez l'investissement immobilier à 74% aujourd'hui. C'est juste, c'est quelque chose absolument de dans notre monde. Donc du coup, moi, je regarde de près cette entreprise. Vraiment, moi, je veux l'acheter première occasion. Bon, après la croissance, après le chiffre d'affaires, donc parce que le GNL, en fait, il a démarré vraiment les dernières années de manière très forte. Mais pourtant, il était déjà en croissance. C'est pas hallucinant, mais c'est pas mal. Donc, résultat opérationnel, ça monte. Tous les ans, ça monte. Tous les ans, ça monte. Cash flow, résultat net, bon, cash flow, ça monte. Bon, cash flow, c'est vraiment l'argent liquide, quasiment, ce qu'ils ont. Vraiment, je vois très peu de risques dans cette valeur. Au niveau de dividendes, en fait, on va regarder combien en distribution. Bon, en fait, ils distribuent beaucoup de dividendes, effectivement, parce que sur le résultat net, ils distribuent, au cours actuel, ils distribuent 85%, c'est beaucoup, cela veut dire qu'ils n'investissent pas beaucoup. Donc, cela veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur cash, ils distribuent tout à des actionnaires. Et ils distribuent, bon, cash flow, ça c'est pas grave. Mais avant, il était un peu moins agressif. Donc, ce qui me dérange, peut-être, c'est une entreprise. Ce que le marché n'aime pas, peut-être que c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de projets. Donc, ils campent sur leurs acquis, mais c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est juste si leurs acquis apparemment génèrent leur marge opérationnelle de 59%, c'est un sacré acquis. Je vais regarder l'image technique aussi, mais je pense que c'est déjà fondamental, quelle que soit l'image technique, c'est déjà pas mal. Voilà, donc techniquement, je vois que, bon, c'est à peu près les mêmes images. Donc là, on a eu une forte baisse pendant cette première vague de crise. Là, on est en remontée. Les questions, on voit, en fait, elles vont suivre le marché, évidemment, parce que ici, clairement, c'est le marché qui pousse cette valeur vers le bas ou vers le haut. Donc si le marché va rebondir, elles vont rebondir fort. Si les marchés vont baisser, mais ils vont peut-être baisser un peu moins que le marché, honnêtement. Parce que vous voyez, donc là, les marchés, ils ont eu trop peur. Et cette valeur, en temps normal, moi je le regarde souvent, il était entre 80 et 85. Donc là, il est monté jusqu'à 100 même à un moment donné. Donc là, elle a baissé jusqu'à 60. Bon, là, ici, non, elle a baissé même jusqu'à 54. Mais il y a des valeurs qui ont baissé beaucoup plus. Il y a un C qui ont baissé vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est pas dramatique.
Et en plus, ils sont dans le secteur de l'énergie, donc quand même, déjà sur le niveau de psychologie, ceux qui voulaient vendre tout où il y a de l'énergie dedans, et ils pourraient très bien subir des baisses bien plus importantes qu'elle a vécues. Voilà, en tout cas, GTT, vraiment regardez de proche. C'est un petit peu plus risqué, un peu moins connu peut-être. Bon, risqué, je sais pas, honnêtement. Bon, en tout cas, c'est pas plus risqué que Total, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça c'est une valeur vraiment considérée. Et le dividende au cours actuel à 5%, donc c'est tout à fait raisonnable. Par contre, ils vont le payer, ils ont l'argent pour le payer. Ça c'est vraiment pas mal. Voilà, je sais que je n'ai pas couvert toutes les sociétés qui vous intéressaient, mais je vais essayer de le faire. Donc envoyez-moi des questions, surtout dans les commentaires dans cette vidéo. Mettez-moi des questions pour la prochaine vidéo de cette catégorie. C'est surtout dans ces commentaires que je veux les lire. Et ces sociétés vont faire partie de la prochaine vidéo. C'est ce que je voulais vous dire. Et mind you cash comme d'habitude. À très bientôt.